Le monde s'est réveillé sous le choc d'une annonce qui aurait semblé inimaginable il y a encore quelques décennies. Les États-Unis, sous l'autorité de leur président Donald Trump, affirment avoir capturé le président du Venezuela, Nicolás Maduro, ainsi que son épouse, avant de les transférer hors du territoire vénézuélien. Ce n'est pas seulement une nouvelle de plus dans un monde saturé d'informations. C'est un événement qui touche au cœur même de l'ordre international, de la souveraineté des États et du sens réel des libertés politiques. Car lorsqu'un État annonce publiquement avoir arrêté un chef d'État étranger en exercice, sans mandat explicite d'une institution internationale, une question fondamentale se pose immédiatement. Les règles communes existent-elles encore, ou ne s'appliquent-elles qu'à certains? Très vite, les réactions se multiplient. Certains justifient l'opération au nom de la lutte contre le crime, de la sécurité ou de la justice. D'autres dénoncent une violation flagrante de la souveraineté d'un État reconnu. Maduro est tombé. Mais le régime, moi je veux voir ce que dit la vice-présidente, je veux voir ce que finalement ils disent le pouvoir, en tout cas la vice-présidente dit on remet le pouvoir, on prend des élections, qu'est-ce qu'on fait, premièrement. Deuxièmement, ce qui va être important, c'est comment la communauté internationale accompagne cela, parce que aussi, bien évidemment, Maduro c'est corrompu, c'est un dictateur, etc. Maintenant, il reste qu'à accompagner juridiquement le processus, parce que défaire un président, en dépit du régime politique que nous détestons, mais défaire un président, c'est en contradiction avec la Charte des Nations Unies. Voilà, ça c'est un sujet. Et donc, pour que nous puissions avancer dans ce dossier, il me semble qu'il faudra que les États-Unis aient l'appui de ses partenaires occidentaux pour effectivement ne pas donner le sentiment que les États-Unis décident que tel ou tel reste ou ne reste pas au pouvoir en dépit de la personnalité de Maduro. Mais au-delà des prises de position immédiates, un élément essentiel doit être rappelé. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas un événement isolé. Ce n'est pas une rupture soudaine. C'est la continuité d'une méthode déjà utilisée dans le passé. Pour comprendre pourquoi une telle opération est aujourd'hui possible, il faut revenir sur les précédents. L'un des plus emblématiques reste celui de Manuel Noriega, ancien dirigeant du Panama. En 1989, les États-Unis lancent une intervention militaire au Panama, connue sous le nom d'opération Just Cause. Le pays est envahi, son dirigeant est traqué, capturé par une armée étrangère, puis transféré de force aux États-Unis. Manuel Noriega n'est pas jugé par une cour internationale. Il n'est pas jugé par la justice panaméenne. Il est jugé par un tribunal américain, selon le droit américain, pour des faits qualifiés par les États-Unis eux-mêmes. À l'époque déjà, cette opération viole les principes fondamentaux de souveraineté et de non-ingérence. Et pourtant, aucune sanction internationale majeure ne suit. Aucune mesure coercitive durable. Aucune remise en cause structurelle de l'action américaine. Ce silence est déterminant. Car en relation internationale, ce qui n'est pas sanctionné devient acceptable. Ce précédent Noriega envoie alors un message clair, même s'il n'est jamais formulé officiellement. Il indique qu'un État suffisamment puissant peut intervenir, arrêter un dirigeant étranger, l'emmener sur son territoire et le juger, sans subir de conséquences sérieuses. Ce message ne disparaît pas avec le temps. Il s'inscrit dans la mémoire stratégique des grandes puissances. Et lorsqu'une méthode fonctionne une fois, elle tend à être réutilisée. C'est précisément ce mécanisme qui permet de comprendre la situation actuelle au Venezuela. L'opération annoncée aujourd'hui ne surgit pas dans le vide. Elle s'inscrit dans une continuité historique où la force a progressivement pris le pas sur la règle, parce que la règle n'a jamais été défendue jusqu'au bout. Le droit international repose en théorie sur l'égalité souveraine des États. Mais dans la pratique, il fonctionne de manière asymétrique. Les États faibles sont sanctionnés. Les États puissants interprètent ou contournent la règle. Cette réalité a des implications profondes pour les libertés politiques. On parle souvent de démocratie, d'état de droit, de gouvernance responsable. Mais ces concepts perdent leur crédibilité lorsqu'ils sont appliqués de manière sélective. Si un dirigeant peut être arrêté par une puissance étrangère et jugé ailleurs, sans cadre multilatéral clair, alors la liberté politique devient conditionnelle. Et une liberté conditionnelle n'est pas une liberté durable. C'est ici que l'Afrique entre pleinement dans le récit. Car ce continent connaît intimement les conséquences d'un droit international appliqué à géométrie variable. Colonisation, interventions extérieures, coups d'État soutenus de l'extérieur, dirigeants renversés ou éliminés sous couvert de moralité politique.
L'histoire africaine est marquée par cette même logique, celle d'une souveraineté tolérée, mais rarement protégée. Lorsque les peuples africains observent ce qui se passe au Venezuela, ils n'y voient pas un événement lointain. Ils y reconnaissent un schéma. Le message implicite est limpide. Si une grande puissance peut agir ainsi en Amérique latine sans subir de sanctions, alors aucune région du monde n'est totalement à l'abri. Ce n'est pas une question d'idéologie. C'est une question de structure du pouvoir mondial. Sur le plan juridique, cette situation met en lumière l'affaiblissement du multilatéralisme. Des institutions comme l'ONU ou la Cour pénale internationale sont censées garantir que nul État ne se fasse justice lui-même. Mais lorsque ces institutions sont contournées, bloquées ou rendues impuissantes par les rapports de force, elles cessent d'être dissuasives. Le droit devient alors un langage, non une contrainte. L'absence de sanctions dans les cas précédents, comme celui de Noriega, explique pourquoi ces opérations continuent. Le coût politique est faible. Le coût juridique est quasi nul. Le coût économique est inexistant pour les auteurs. Dans ces conditions, la répétition n'est pas une dérive. Elle est une conséquence logique. Pour l'Afrique, la leçon est stratégique et non émotionnelle. Elle montre que la souveraineté ne peut pas reposer uniquement sur des principes proclamés. Elle doit être soutenue par des institutions solides, une unité régionale réelle et une capacité collective à peser dans les décisions internationales. Un continent fragmenté reste vulnérable. Un continent uni devient un acteur. Il est essentiel de préciser que cette analyse ne consiste pas à défendre un dirigeant ou un régime en particulier. Elle consiste à défendre un principe fondamental. Celui selon lequel le droit doit s'appliquer à tous, ou perdre toute légitimité. Car lorsque la règle cesse d'être universelle, elle cesse d'être une règle. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le Venezuela. C'est un test pour l'ordre mondial. Un test pour la crédibilité des discours sur les libertés. Un test pour la capacité du système international à se corriger lui-même. L'Afrique observe. Elle se souvient. Et elle comprend que l'histoire ne se répète pas par hasard, mais par absence de conséquences. La conclusion est simple, mais dérangeante. Si ces opérations se répètent, ce n'est pas parce qu'elles sont justes. C'est parce qu'elles n'ont jamais été punies. Et tant que le monde acceptera un droit international à deux vitesses. La souveraineté des États les plus vulnérables restera fragile, conditionnelle et réversible. Dans un tel monde, la liberté ne se proclame pas. Elle se construit, se protège et se défend collectivement.